Reto Sprecher est un Dai Sifu comprenez maître de Wing Chun. Bien qu'il ait quasiment 40 ans d'expérience, qu'il ait pris des cours particuliers avec Lun Ting et Keith Kernspech au château Langenzel, cet homme est un fantôme. Vous ne trouverez rien ou quasiment rien sur lui sur internet. Dans cette interview, je vous propose de découvrir son parcours, sa vision qu'il a du Wing Chun et des arts martiaux en règle générale, mais aussi pas mal de conseils pour pouvoir progresser dans le Wing Chun. Je vous rappelle que Reto interviendra dans un stage qu'on organise le 22 et 23 juin. Vous pouvez vous inscrire sur le site selfdefensenantes.com. Petite particularité pour cette interview, j'ai demandé à Johan d'être présent afin qu'il pose des questions un petit peu plus techniques à Reto. Voilà, je vous laisse avec l'interview de Reto Sprecher. Salut Reto et salut Johan. On fait une petite interview dans le cadre du stage de fin juin pour présenter un petit peu Reto et ce qu'on va voir dans ce stage. Johan, est-ce que tu peux nous présenter en tant qu'ancien élève, ou en tant qu'élève même, qui est Reto? Donc, Dai Sifu Reto Sprecher est un enseignant de Wing Chun, plus particulièrement de Wing Chun, mais aussi d'arts martiaux et de self-défense, qui a des écoles sur les 5 continents, il me semble. Il confirmera tout à l'heure. Et qui est un spécialiste des arts martiaux. Ok. Bon, Reto, tu confirmes ce qu'a dit Johan ou pas? Oui, j'ai des écoles à Thaïlande, en Suisse, Europe, France, La Réunion, les États-Unis, ça ne m'intéresse pas assez. C'est trop loin. Alors là-bas, j'ai rien. Mais oui, le reste, j'essaie de m'occuper. Ouais, ok, effectivement. Moi, ce que j'ai noté, c'est que tu es un petit peu invisible sur Internet. J'ai cherché des choses sur toi, j'ai rien trouvé. Je t'ai même comparé à un ninja dans ma dernière newsletter, parce que je ne te vois pas. Du coup, pour que les gens ils aient un petit peu plus d'informations sur toi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elle commence ton histoire avec les arts martiaux? Mon histoire commence avec quand j'ai eu 15 ans. J'ai commencé la boxe américaine et aussi karaté, Shotokan, plus ou moins au même moment. Avec des copains, j'ai entendu de parler et puis j'ai essayé aussi. C'était aussi un temps adolescent, alors j'ai eu certains bagarres parfois, alors l'intérêt de me bagarrer mieux, c'était là. Alors j'ai essayé tout ce qui était disponible dans cette époque. J'ai un peu essayé tous, ça veut dire pied-point, karaté, boxe américain, judo, taekwondo, les choses un peu anciennes, on pourrait dire. Tout ça en même temps? Traditionnelles. T'as fait ça tout ça en même temps ou c'était au fur et à mesure? Plus ou moins, parce que j'étais en train de chercher quelque chose et toujours c'était pour moi trop sportif, trop règlement, trop pas la vraie bagarre, pas la violence, mais quelque chose déjà pressé dans une forme. Ouais. Et alors la recherche a pas fini et peut-être c'est pas fini maintenant. Ouais, ok. Donc t'as fait un petit peu de tout, mais c'est quoi enfin, si moi j'ai bien compris, ça fait presque 40 ans que tu fais des arts martiaux maintenant. Oui, Est-ce que tu ouais. pourrais nous dire c'est quoi un peu les grandes étapes de ton parcours martial jusqu'à aujourd'hui où tu es donc Dai Sifu de Wing Chun? Mm-hmm. Oui, alors je me souviens très bien de mon premier entraînement en boxe américain. Le mec m'a dit d'attaquer, j'ai essayé un droite, tout de suite il m'a mis KO. Boum, dormir. Alors, un souvenir. Et aussi, ça m'a impressionné. Pas parler, mais frapper full contact. Pas faire beaucoup de mots, pas faire blablabla, blablabla, non, tout de suite dans la gueule. Et je cherchais un peu ça. Et comme ça, j'ai aussi jamais quitté la boxe américaine parce que c'est exactement ça. Et ça me plaît parce que ça tient beaucoup de vérité dedans et pas de se tromper soi-même parce que le contact, ça fait honte, ça fait voir la vérité. Et ça, je me souviens toujours de ça et beaucoup de choses que je vois là, à l'ancienne, mais aussi aujourd'hui, c'est un peu simuler d'être combattant, mais pas vraiment faire.
Ça contient transpiration, de sang, de beaucoup de travail, douleur. Et c'est pas toujours populaire, mais ça m'intéressait toujours la vérité parce que j'ai aussi eu mon temps comme drogué. J'ai vu beaucoup et assez de violence. Et je pense que moi, j'ai plus de rêves que la violence peut être contrôlée facilement avec des trucs magiques. Moi, je crois pas. Ok. Je crois la vérité, ses contacts, ses capacités ou pas. Ok. Dans tout ça, quand est-ce que tu as commencé le Wing Chun? À quel âge tu as commencé le Wing Chun? Ça prenait un peu de temps parce qu'il n'y avait pas d'école de Wing Chun dans Ouais. ce moment en Suisse, par exemple. Et j'ai commencé avec 25, ça veut Ok. dire presque 10 ans après, euh, parce que j'ai jamais trouvé une bonne école Kung Fu ou Jeet Kune Do, Bruce Lee, blablabla. J'ai recherché tout ça, mais Ouais. dans les années 80, quelque chose, on n'a pas vraiment trouvé beaucoup. Mhm. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un, mon sifu, Kernspecht, qui a fait un stage en Italie et j'ai fait tout de suite toute la semaine intensif et puis jamais arrêté. Ah ouais, t'avais déjà entendu parler du Wing Chun en fait, avant de trouver Oui. ce stage-là, quoi. Ok, ouais. Ok. Comme beaucoup de gens, j'ai lu de Bruce Lee Ouais. et qu'il a fait son Jeet Kune Do et la base de Jeet Kune Do, ou pour moi, toujours le Jeet Kune Do, ça c'est tous les concepts de Wing Chun dedans. Et comment t'as fait du coup pour faire des cours s'il n'y en avait pas en Suisse, une fois que t'as eu fait ce stage en Italie? Oui, d'abord, je suis allé en Italie parce que j'ai vu dans une publication qu'il y a un grand stage. Et puis, j'ai remarqué, OK, le mec, c'est un Allemand, Sifu Kernspecht. Il est à Heidelberg. Il y a cet château Langenzell qui est plus ou moins, ou était populaire. Et là, je me suis inscrit pour entraînement intensif. J'ai payé les 25 000 tout de suite. Ouais. Hein? T'étais vraiment motivé à faire du Wing Chun. Oui, oui, on peut Ok. dire ça. Ouais. Et ça durait combien de temps cet entraînement? Plus ou moins 15 ans. D'accord, ok. Et du coup, tu t'es installé en Allemagne ou tu faisais des cours, enfin, ça se passait comment? C'était des cours toutes les semaines, tous les mois? Euh, dans cette époque, j'ai habité en Suisse. J'ai travaillé aussi dans une institution pour des drogués, ex-drogués. Là, j'ai travaillé lundi matin jusqu'à mercredi soir. Mercredi soir, tout de suite, train en Allemagne, à Heidelberg. Et puis, les autres 4 jours, entraînement intensif et puis retour. Ok. Et maintenant, j'entends beaucoup de fois des gens, ah, j'ai pas du temps, bla bla bla. On a tous les 24 heures par jour et le reste, c'est les priorités qu'on a. Et pour moi, la priorité était entraînement Ok. professionnel. Enfin, qu'est-ce qui te, enfin, t'as fait 10 ans de sport de combat avant de commencer ça. Qu'est-ce qui a fait que Mhm. tu t'es autant investi dans le Wing Chun? Parce que là, enfin, t'étais vraiment motivé pour faire ça, quoi. Oui, parce que j'ai été tellement détruit quand j'ai essayé et quand j'ai fait mes recherches, j'ai toujours essayé. Ça veut dire, j'ai attaqué les mecs, j'ai essayé de les frapper par terre. Mais dans le Wing Chun, j'ai fait autre expérience. Moi, j'ai dormi tout Ouais. de suite. Et ça m'a impressionné parce que aucune chance, aucune chance. Euh, et oui, ça m'a impressionné et Ouais. je voulais devenir comme ça. Ok. Et si je peux intervenir, et qui est-ce qui t'avait fait dormir à l'époque? Le premier, c'était Sali Afci. Il était un avancé technicien dans ce moment. J'ai fait la challenge, il a rigolé et il m'a mis par terre. Il m'a mis par terre. Et puis, beaucoup de fois, Kernspecht, Sifu Kernspecht. Ok. J'ai dormi beaucoup. Comment tu caractérises les cours que tu as fait là-haut? Enfin, j'ai compris que c'était intensif, mais c'est quoi la particularité de prendre des cours dans ce fameux château? C'était un environnement professionnel. Ok. À cette époque, tu as eu beaucoup d'instructeurs, karaté, judo, taekwondo, n'importe quoi, mais tous des amateurs.
Ils ont bossé toute la journée, la famille, et un peu à côté, ils ont fait des arts martiaux. Pour moi, ça, c'est pas possible. Si on veut vraiment devenir bien dans les arts martiaux, on n'a pas du temps pour travailler, pour des bêtises comme ça. Ok. Ouais, il faut s'y concentrer à 100%. Ouais. Ok. Non, Euh, c'était vraiment un environnement professionnel avec des instructeurs professionnels, avec des autres élèves qui voulaient faire la même chose. Comme ça, c'était tous, l'environnement était professionnel, personne n'a pleuré. On a eu pas mal de raisons, mais personne n'a pleuré, on a bossé. ouais, ok. Comme un travail professionnel. Tout le monde était là pour travailler, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, du coup, enfin, qu'est-ce que tu penses qui différencie le Wing Chun des autres disciplines? Du moins de celles que tu as pu tester. Pour être honnête, pas vraiment beaucoup. On a deux bras, on a deux jambes, et les utiliser avec du sens dans une bagarre, c'est très limité. Pour moi, tous les styles qui frappent, c'est plus ou moins la même chose. On essaye de faire mal. Et les détails, comment tenir la main, comment utiliser le coude, par exemple, dans le Wing Chun, comment utiliser la structure, ce sont déjà des détails d'un style. Mais pour moi, je pense plus en style. J'ai deux mains, j'ai deux jambes, je te fais mal, ou autre direction, mais moi, je pense plus dans des styles. Ouais. Ok, j'ai fait le style de Wing Chun le mien, alors je ne dois plus penser, et je suis un mec de Wing Chun, ça c'est clair. Ça c'est c'est tout que j'ai vraiment appris. Je connais aussi autre chose, mais profondément, je connais le Wing Chun. Mais pour moi, c'est faire mal avec les instruments du corps. Ouais, ok, oui. Et le Chi Sao, alors travailler avec ce qu'on sent, avec la sensation, et utiliser la structure et aussi Qigong là-dedans, oui, ce sont des trucs typiquement Wing Chun, mais aussi les autres styles utilisent biomécanique, utilisent respiration. Alors, je vois pas vraiment une grande différence à la fin. Ou si on regarde pas aujourd'hui le MMA, les gens qui frappent, c'est plus ou moins tous les mêmes. Ouais. Peut-être le background c'est Muay Thai ou boxe américaine ou savate ou n'importe quoi, mais tous adaptent au même jeu, alors on a l'impression que tous font la même chose. On va trouver petits détails qui sont importants parfois, mais pour ceux qui regardent, ou quand quelqu'un me regarde aujourd'hui, quand je combat librement, peut-être les gens ne voient pas le Wing Chun. Ouais, ok. Mais c'est là. Ouais, ok, je comprends. D'accord. Quelle branche du Wing Chun tu pratiques aujourd'hui? Et c'est quoi sa particularité? Je commence à dire le mien. Oui. Le mien, ça veut dire pirate, parce que j'ai quitté des grandes associations pour des raisons, parce que toujours dans des grandes associations, tu as aussi un système pour les garder, pour faire fric, pour beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Ok. Et je veux laisser les gens libres. Et Ok. c'est toujours un danger quand tu donnes des marmailles, trop de liberté aux enfants, ils font des bêtises, c'est normal. Mais je travaille avec des adultes, je les laisse libres, je veux être libre, je veux laisser libre, et quand quelqu'un fait des bêtises, sans problème, pas le mien. Ok. J'ai commencé avec le style ou la ligne de Leung King, mais j'ai aussi regardé beaucoup la ligne de Wong Chun Leung, et les derniers influences chez du Chu Sao Li Wing Chun et le Sifu Alanor. Là, j'ai aussi appris beaucoup de la structure. Ok. Et toutes ces informations font maintenant mon style. Ok.
Ouais, bon, c'est un petit peu ce dont on parlait avec Johan la dernière fois, que finalement les élèves ils prennent un petit peu de différentes choses et puis après ils forment leur propre version du Wing Chun, quoi. Oui. Pour Euh, moi, je suis convaincu que chaque pratiquant avancé doit trouver son propre style. et Ça, c'est logique pour moi. est-ce que du coup on peut considérer qu'il y a une certaine évolution du Wing Chun ou finalement après, c'est toujours c'est toujours les mêmes gestes de toute façon, mais est-ce qu'on observe une évolution du Wing Chun depuis tout ce temps? J'espère chez nous, oui. Je vois beaucoup de fois que des autres font des stages, par exemple. Je les connais, ça fait 30 ans. Ils font les mêmes stages, les mêmes mots, ils utilisent le même humeur et l'air dedans. Ça fait 30 ans la même chose. Moi, je ne peux pas faire ça. Pour moi, Ok. chaque jour, c'est progression. Chaque jour, c'est changer et ajouter quelque chose dans le jeu. Je ne comprends pas les gens comme ça. Pour moi, c'est chaque jour progresser. Sinon, c'est un stop. C'est pas bien. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, quoi. Oui, ouais. Ok. Tu as parlé de Lungting. On m'a soufflé que tu avais fait des cours particuliers avec Lungting. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Tu peux nous raconter ça? Oui, moi j'étais toujours intéressé d'être le plus proche de la source que possible parce que je connais le truc perdu en traduction ou distance. Ça fait les choses toujours compliquées. Alors, on a la chance de vraiment s'entraîner à la source. Moi, j'ai toujours pris cette chance. Ouais. Avec Loinking, on a eu cette chance en Allemagne au château, mais aussi à Hong Kong. Je suis 2 fois passé à Hong Kong. Et parfois, il faut voyager pour apprendre, oui. C'est une réalité du dernier podcast. Hein. Pour moi, c'était très important de bouger un peu pour aller proche de la source. Et oui, j'ai fait des cours avec Loinking. Un fois aussi, et comme ça, lui aussi connaissait moi. Il pourrait se souvenir parce qu'on était un fois en Italie. Il a enseigné la 3e forme et après, il est allé regarder, contrôler autres gens. Ils sont tous disparus, tous les autres élèves. Et moi, j'étais le seul sur le parking qui a travaillé. Les D'accord. Italiens font cappuccino. Et puis, Loinking, il a fait toute la tour autour de l'hôtel pour venir de surprise d'un autre côté pour contrôler. Et il m'a trouvé seul. Et puis, il m'a pris seul pour m'enseigner toute la forme. Et comme ça, on a fait le premier contact un peu personnellement, vraiment. Il se souvenait de moi et puis j'étais beaucoup de fois son partenaire pour montrer des choses. Et puis, oui, j'ai fait le prochain pas et j'ai demandé de faire quelques cours particuliers. Ok. Et là, il était un très bon professeur. Il m'a montré beaucoup de choses et gratitude pour ça. Parfois, il peut devenir comme un diva, une diva, hein. C'est ce que j'allais te Toujours, demander. C'est ce que j'allais te demander. Comment est le personnage? lui, c'est un Chinois. Ça veut dire, il faut connaître un peu les Chinois et puis pas de problème, mais ils sont différents. Mais entre nous, c'était un fois dans le cours, c'était amical, c'était aussi professionnel et pas des allures de diva. Mhm. Mais en public, ça peut tout de suite peut-être changer un peu, puis on va une autre rôle. C'est avec D'accord. Sifu Kernspect, avec Loinking, la même chose. Moi, j'ai jamais eu des problèmes avec le contact en personne. Ouais. Quand c'était public, ils ont toujours joué le rôle du roi, de l'empereur, et oui, les allures divas sont tout de suite venues. Et là, j'ai un peu de problème avec, mais entre nous, toujours parfait. Ouais, ok. Oui, t'as toujours appris des choses, quoi. Oui, oui. C'est l'important. Oui. À quel moment Enfin, j'ai bien compris que tu avais voulu te lancer un petit peu de ton côté pour quitter ce milieu un peu d'association, mais qu'est-ce qui t'a poussé à enseigner aux autres le Wing Chun en l'occurrence?
Euh, quand l'UFC et le MMA est devenu de plus en plus populaire, d'abord, moi, j'ai aussi pensé, oui, ce sont des bêtes dans le cage, mais de plus en plus, j'ai vu, non, ce sont des athlètes qui essayent le mieux, qui font full contact avec presque pas de règles. Et ça, c'est comme une vraie bagarre. La comparaison entre une bagarre, la violence, self-défense et un combat de MMA, c'est le plus proche. Ok. Tous les autres sports, trop de règles, inclut pas le sol ou pas frapper, non. Frapper, sol, étranglement, casser les choses, oui. Seulement piquer dans les yeux et les génitales, ça c'est interdit. Le reste est presque faisable. Ouais. Alors pour moi, le MMA est devenu important et intéressant. J'ai commencé à préparer des combattants pour des combats. D'accord. Et là, j'ai vu, si tu essaies seulement avec le Wing Chun, non, ça va pas être assez. Ouais. Comme les artistes ou athlètes de MMA, il faut se préparer frappe, boxe, Muay Thai, Wing Chun, lutte, Jiu-Jitsu brésilien ou Sambo, mais il faut avoir un peu la totalité. Mhm. Mais pour tout ce qui est frappé, pour moi, le Wing Chun est plus ou moins assez. Je ne dois pas niquer chez les boxeurs ou Muay Thai. On a aussi frappe et coup de pied, coup de coude. Ouais. Ça commence avec la lutte. Là, ok, il faut regarder un peu les autres. Ouais, ok. Bon, Et du coup, donc c'est suite voilà, j'allais dire l'émancipation, mais le fait que l'UFC ait pris un peu plus de place médiatiquement, que toi, tu as commencé à enseigner. Et aujourd'hui, tu fais encore, enfin, tu fais plus de la préparation pour la MMA, tu fais vraiment que des cours de Wing Chun? Non, je veux avoir des combattants et parfois en Thaïlande, j'en ai. Ouais, Beaucoup de fois, on ne trouve pas des gens qui sont prêts de vraiment faire ça avec toutes les conséquences. mhm, Ça veut dire une préparation. De nouveau, on n'a pas du temps pour travailler 8 heures par jour. ouais, bien Si sûr. quelqu'un est sérieux, déjà ces classes, il faut se préparer comme professionnel. Sinon, tout de suite, est détruit. Ouais, ok. 5 secondes fini. Et ça m'intéresse toujours. Mhm, Mais la plupart dans le Wing Chun n'est pas vraiment intéressé là-dedans. Et je pense que beaucoup rêvent et ils prennent cette excuse, mais on attaque la gorge, on pique les yeux. Pour moi, ce sont des excuses. Si tu peux te combattre, tu n'as pas besoin de ça. ouais, ok. Ça, c'est pas le grand change. Tous peuvent aussi combattre sale. Ça, c'est pas la grande différence. Ok. Parfois, oui. On peut faire une grande différence que si on casse la trachée, on peut finir chose très vite, mais c'est vraiment fini. Ouais, ouais, bien sûr, Alors, ouais. c'est pas l'idée. Qu'est-ce que toi, il te reste à apprendre? Est-ce que déjà, il te reste des choses à apprendre? Et là, j'ai pas compris. Est-ce que toi, enfin là, toi, tu fais de l'enseignement, mais est-ce que toi, il te reste des choses à apprendre dans les arts martiaux? Ah oui, j'ai jamais fini. Ouais, Euh, Peut-être pas le répertoire de la technique dans le Wing Chun, je connais. Il y a les 6 formes, je connais, j'ai travaillé assez de temps là-dedans. Mais chaque jour, peut-être, je trouve quelque chose de nouveau. ouais, Jamais vu et je fais quelque chose et je pense, ah oui, ok, bien. Pour moi, c'est un peu comme le sexe ou la danse. C'est pas limité, c'est pas pressé dans une forme. C'est une chose qui a une dynamique entre deux ou plus. mhm, Et oui, adaptation, toujours comme ça, on n'est jamais fini. ouais, Euh, de plus en plus, je viens d'être plus âgé. Alors l'énergie, la force devient moins. ouais, Si on compare avec un mec 25 ans ou 20 ans et bien préparé, non, la forme, c'est pas la même. L'expérience peut aider, mais il faut maintenant
apprendre de sauver l'énergie, par exemple, avoir une autre stratégie. D'abord, j'étais paume tout de suite dedans, pas de doute. Maintenant, peut-être un peu plus lentement parce que, oui, plus âgé, plus d'expérience, plus stratégie. Alors, il y a beaucoup à apprendre quand même. Ou quand je prépare un comparateur, par exemple, nourriture, fitness, les musculations et repos, tout ça, ça c'est aussi un art pour soi. Ouais, Alors, il y a toujours des choses à apprendre, jamais fini. C'est intéressant ce que tu dis, l'enseignement, enfin l'apprentissage évolue en fonction du temps et de l'âge, quoi, et du temps qu'on a passé dans la discipline, quoi. Ok. Est-ce que, enfin, tu as déjà un petit peu abordé ça, dans le sens où la question que je vais te poser, c'est comment est-ce que, quelles sont les choses à faire ou à développer si on a envie de progresser dans sa pratique du Wing Chun. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait s'investir déjà, mais en plus de l'investissement personnel, quelles sont selon toi les choses qu'il faut mettre en avant dans sa vie? Il faut patience parce que c'est un chemin parcours, oui, comme on a dit, c'est jamais fini. Alors, il faut patience, il faut entraînement constant. Je vois des gens qui s'entraînent un peu et puis ils posent YouTube, information, oui, mais pas entraîner. Et puis ils pensent, je fais une, 2 semaines, blablabla. Pour moi, ça va pas marcher. Ouais. Et on a beaucoup d'indicateurs dans l'entraînement, si on est sérieux. On a les seeing, les CJ, les plus avancés qui te donnent toujours. Et là, parfois aussi, je crois presque chacune va un fois arriver dans un certain état où on pense, j'arrive jamais, c'est trop compliqué ou trop difficile pour moi. Là aussi, c'est Kung Fu. Avoir patience, avoir consistance, et aller le chemin aussi quand ça rend difficile. Et c'est un sport de combat, ça veut dire il faut faire contact et pas mentir à tous et surtout pas mentir à soi-même. Et ce contact, ça va aussi rendre des problèmes à encaisser. Parfois, on tombe trop. Il faut là apprendre le chemin meilleur, qui est le chemin au milieu. Le chemin d'or, c'est 50-50. Et éviter les extrêmes, éviter des blessures. J'ai déjà eu 8 opérations au genou. Alors, ça me limite un peu, et je sais, et aussi ça va changer un peu le style. Je cherche plus le sol et les clés de jambes et choses comme ça, salade avec les genoux. J'aime pas, alors je frappe très fort avant pour éviter ça. Ouais, ok. Oui. Ok. Et dans la continuité de ma question, combien de temps, selon toi, il faut pratiquer par semaine? Combien d'heures il faut pratiquer par semaine pour progresser sérieusement? La plupart des gens normaux font 2 entraînements par semaine. Normalement, 1 heure et demie, ça fait 3 heures. Pour moi, ça c'est un minimum qui peut rendre des résultats, mais oui, avec le minimum. Alors, le résultat va pas être le maximum. Ouais, ok. Si on a, et puis, peut-être ajouter un stage le samedi matin, peut-être un 3e entraînement. Et puis, on augmente aussi les résultats parce que, oui, plus d'entraînement, meilleur résultat. Et le meilleur, c'est presque chaque soir. Mais je connais les réalités, famille, travail, autres entrées. Ils veulent pas tous être des professionnels. Je comprends ça. Mais je vois beaucoup de fois, maintenant aussi ici à La Réunion, je vois les visages, un fois, papa, fais quelque chose, oh, je veux devenir comme ça. Mais tu arrives jamais avec 2-3 heures par semaine. Si tu veux devenir où je suis, tu dois investir beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est pour moi une logique. Si tu es d'accord avec beaucoup moins, ok, d'accord.
c'est toi. Oui. Moi, je veux plus et je dois investir plus et sans investissement, pas les mêmes résultats. Ok. Ok. Et alors, bah, c'est un peu mon triptyque de questions sur la progression. Est-ce que toi, tu peux nous donner un des conseils qui t'a permis de passer une étape dans ton enseignement, en fait? Quand tu as appris le Wing Chun, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fait sauter une étape, un conseil qu'on t'a donné? Euh, le moment quand j'ai vraiment remarqué beaucoup et commencé de changer beaucoup, c'est quand j'ai échangé avec les mecs de MMA que je connais. Parce que c'est vraiment un autre monde. Ok. Plus sérieux, plus fort, mieux préparé. Le style, c'est pas vraiment important. Là, c'est le chanteur, pas le chanson. Et là, j'ai tout de suite remarqué, ah oui, c'est pas le Wing Chun ou le Muay Thai ou le boxe qui est plus fort, mais ce sont les mecs qui ont fait un bon entraînement. Et il faut trouver un bon instructeur. Ok. Il y a tellement beaucoup d'idiots, je peux pas faire dire autrement. Il y a des idiots, il y a des autres qui sont pas des idiots, mais ils trompent des gens aussi. Alors idiotique pour moi aussi. Ok. C'est business, c'est pas vraiment l'art dans priorité. Et beaucoup d'instructeurs ne savent pas comment combattre. Là aussi, beaucoup de problèmes. Surtout dans le Wing Chun, parce que on peut avoir toute la vie Wing Chun, on peut faire toute la vie Wing Chun sans jamais vraiment croiser les mains avec quelqu'un qui veut aussi croiser les mains Ouais. ou démonter la tête. On peut éviter ça et on peut rester heureux tout le temps, mais une fois confronté avec un vrai problème de violence, on va payer le prix. On n'est pas préparé, on va perdre, peut-être c'est traumatique. Et là, pour moi, finissent aussi. Pour moi, je ne peux pas vraiment accepter des idiots qui enseignent des choses idiotiquement aux gens qui croient parce qu'ils ne savent pas mieux. Alors, ils sont vraiment utilisés, ils sont trompés. Pour moi, ça, c'est vraiment nul. Ok. Alors, ça rend vraiment difficile de trouver un bon instructeur parce qu'il n'y a pas tellement beaucoup. Ok. Il Et faut chercher. sur du coup, c'est vrai que la plupart des gens, enfin du moins, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du Wing Chun par rapport à une idéologie de self-défense. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui peut rendre le Wing Chun réaliste et du coup, directement agir enfin, nous permettre de nous défendre dans la rue, quoi. Il faut un peu des instructeurs ou des gens dans la classe qui connaissent un peu la violence. Si tu n'as jamais fait la porte ou tu n'es jamais fait partie d'une gang ou tu n'es, il faut un peu comprendre comment les voyous pensent, comment ils attaquent, comment ils te surprennent. Quand tu connais pas ça, comment tu peux enseigner quelqu'un comment traiter cette situation. Ouais, ok. Parfois, j'appelle ça le Gandhi Wing Chun. Tu as un mec Gandhi, très sympa, mais il est nul, il est une victime. Et les bagarreurs, les voyous sont ça. C'est comme un loup. Tu dois être un tigre. Et quand tu es un Bambi, le loup va tout de suite remarquer et il va t'avaler. Il faut un peu connaître cette monde. J'adore la métaphore que tu viens d'utiliser. Elle est presque aussi bien que la métaphore sur le sexe de tout à l'heure. Oui, parfois il faut travailler avec les images parce que ça fait clair. Quand je Euh, compare par exemple les élèves avec les moutons et les voyous avec les tigres, l'image est claire. oui. Et beaucoup de cours self-défense essayent avec un peu de peinture sur les moutons de changer les choses. Mais le mouton va aller, mais non, attitude mauvaise. Il faut devenir un tigre. Oui,
J'ai un peu fait le tour moi, des questions que je voulais te poser. Il m'en reste une qui est un petit peu plus spirituelle. Qu'est-ce qui, selon toi, lie les sports de combat en règle générale et le développement personnel? Ah, ah. Euh, pour être honnête, la seule chose qui est vraiment pour moi importante, dans le sens aussi philosophique, c'est, je suis convaincu que l'entraînement dans les arts martiaux, bien fait, sérieusement, ça rend des êtres humains mieux. Parce qu'on commence à comprendre violence. On commence à comprendre la violence ne sert à rien. C'est destructif. Euh, Ça donne la liberté de un fois choisir j'accepte ou j'accepte pas, et si c'est nécessaire, je vais faire quelque chose. Ça veut dire je peux rendre aussi violent, mais pour moi, c'est cet idéal du guerrier pacifique, guerrier en paix. Ça, c'est un idéal. Mais beaucoup de gens parlent de ça, mais ils se contrôlent pas. Ils peuvent pas se contrôler par les émotions, par la rage. Et pour moi, savoir les arts martiaux, ça veut dire savoir soi profondément. Comment je réagis dans des situations extrêmement dangereuses, peut-être traumatiques, mais je reste pilote de mon avion et je suis passager. Je ne suis pas passager. J'ai une influence dans ma vie et je ne suis pas comme la voix dans l'océan, un fois à gauche, un fois à droite. Personne ne va me manipuler. Je fais ce que moi je veux faire. Et c'est une attitude de chevalier, de guerrier, qui sert aux sociétés, qui sert aux faibles, aux pauvres, qui peuvent peut-être pas se défendre. Alors tous ces idéaux d'un chevalier, pour moi, ça c'est le chemin dans les arts martiaux. Pas pour démonter la tête de quelqu'un le vendredi soir. Ça c'est sur le chemin de devenir un vrai guerrier ou chevalier, oui. Peut-être on a cette étape où on cherche un peu la comparaison, peut-être un combat dans le sport, mais dans l'agrandissement en philosophique, ce sont autre chose. C'est le chemin pacifistique à la fin. Mais en savant qu'on peut devenir violent et on est bien dans la violence, mais on laisse pour le moment parce qu'on n'a pas science, on a un certain âge, expérience et tout ça. Pour moi, ça c'est le meilleur but des arts martiaux et pas la destruction. Alors, Reto, il y a aussi beaucoup de Oui. personnes qui viennent justement parce que elles n'ont pas du tout cette violence et qu'elles ont été traumatisées ou qu'elles ont été agressées ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui auront envie de commencer les arts martiaux et le Wing Chun, la self-défense? Pour moi, comme moi j'étais aussi thérapeute, vraiment comme profession pour un certain temps. Et un bon instructeur des arts martiaux doit un peu être comme un thérapeute. Ça veut dire il sait qu'il y a des choses traumatiques, qu'il y a des choses avec des gens qui ont des expériences traumatiques. Et là, il ne faut pas jouer avec. Il faut traiter le sujet prudemment, avec un certain professionnalisme aussi. Et pas seulement, maintenant gauche, droite, crochet, bla bla bla. Il faut vraiment inclure le sujet là-dedans et montrer comment on peut to overcome en anglais. Surprendre le trauma peut-être, replacer avec des nouvelles expériences, avec des nouvelles capacités qui ferment la porte à l'abus par exemple. Mais c'est un procès qui doit être accompagné par un bon instructeur. Et comme ça, un bon entraînement peut devenir comme une thérapie pour certains gens. J'ai aussi déjà fait cette expérience. Et inversement, toi, qu'as-tu observé chez les élèves que tu as suivis depuis quelques années? Est-ce que tu as observé des changements dans leur comportement, dans leur être profond?
quelle est ton observation en tant qu'enseignant depuis ces nombreuses années? Mhm. J'ai fait un peu expérience dans les deux sens, on pourrait dire. J'ai vu des élèves vraiment agrandir. Peut-être d'abord, ils étaient vraiment une très petite personne dans le sens personnalité et ils ont vachement grandi, ils ont vachement changé presque tous. L'attitude, l'apparence, comment ils ont vu, comment ils se présentent en public. Là, j'ai vu beaucoup de changes. J'ai vu beaucoup vraiment agrandir, devenir adulte dans un sens. Mais j'ai aussi vu, j'ai fait beaucoup d'expériences maintenant un peu tristes et pires. Beaucoup de gens m'utilisent maintenant pour collecter les techniques plus vite que c'était avant. Parce que peut-être l'instructeur n'était pas vite ou connaissait pas tous les trucs. Et il y a beaucoup de gens qui consomment seulement des techniques. Une fois ils ont vu les techniques comme YouTube, ils pensent, OK, j'ai acheté les choses, je les, salut. Et pas de merci, pas de rien, pas de relation personnellement. On parle de Sifu et Toda et c'est une relation en asiatique. C'est très important cette relation. En Europe, on trouve beaucoup de gens qui prennent, enfin, ils sont satisfaits, enfin, ils sont satisfaits, ils ne remercient rien, ils quittent seulement. Prochaine chose, un genre de consommation. Et ça, je dois l'accepter, mais c'est pas le truc que je désire. Ok. Alors, moi, je laisse aussi tomber les gens parce que oui, tu veux pas, ok, bien, bon. Je me focus sur ceux qui veulent. Ok. Mais normalement, on reste loyal. Aussi, une fois, on a vu tous les formes, par exemple. Ok, maintenant j'ai vu toutes les formes, j'ai vu tous les programmes, fini. Ouais. Non? On peut rester avec son instructeur, avec son sifu quand même, parce que oui, c'est jamais fini. Hmm. Et quand il n'arrête pas, il va toujours être meilleur que toi. Hein. Bah oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours quelque chose à apprendre de toute façon. Oui. Mhm. Mais il y a des gens qui peuvent dire soi-même et aux autres, j'ai vu, je suis fini, alors je quitte. Ouais, ouais, ok. Pour moi, ça c'est triste, mais bon, il faut accepter. Est-ce que, Johan, il te reste peut-être une ou deux questions à Euh, poser? oui, alors Ou- plus technique, c'est une question qu'on me pose souvent. On a souvent, donc avec le Wing Chun, c'est du combat à courte distance, c'est-à-dire que notre spécialité et ce dans quoi on est bon, c'est quand on est à courte distance, qu'on a pris le contact et quand on est dans cette distance très particulière, parce qu'on s'entraîne comme ça. Et souvent, la problématique, c'est avec d'autres, enfin, quand on combat contre d'autres styles, c'est de casser cette distance-là. C'est-à-dire, Mhm. on ne peut plus être dans la distance pied-point, mais être dans une distance qui nous est favorable. Et je souhaiterais que tu nous expliques peut-être comment on peut faire. Mhm. Euh, Comme j'ai dit, une fois que j'ai échangé avec les mecs de MMA, ils connaissent pas, ils s'intéressent pas aux exercices de Wing Chun. Ça veut dire, par exemple, la forme, c'est seul. Le Chi Sao, on a déjà la distance préférable. Euh, et le process de fermer cette distance, ça, j'ai jamais vraiment vu dans n'importe quelle ligne de Wing Chun comment arriver de longue à la distance courte, comme tu dis, parce que ça, c'est la distance préférable, ou vraiment aussi la force de Wing Chun, on va mettre sur place ou pas. Et j'ai vu que beaucoup de gens, une fois ils font sparring avec les autres qui frappent, peuvent pas établir cette distance, peuvent pas garder cette distance. Ils sont tout de suite mis par terre parce que les autres ne discutent pas, ils frappent retour. Et j'ai commencé à mettre des exercices là-dedans, comment croiser la distance, de faire un système là-dedans qui utilise la géométrie,
On apprend dans les formes, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je parle beaucoup de fois de ce corridor. Toi, tu te souviens, Johan? Et je fais les choses pour moi contrôlables. Aussi la longue distance et le moment quand je croise cette distance, pour moi, c'est pas coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est tous. Je peux calculer avec des choses. Je peux forcer quelqu'un de jouer dans mes cartes, de me donner le contact que je veux. Mais ça, c'était un travail pendant les derniers 10 ans que j'ai fait. Et moi, je pense, je vois ça rarement dans des autres Wing Chun. Et comme ça, la plupart a vraiment problème avec un frappeur de distance, savate, taekwondo, muay thai, boxe américaine. Il y a beaucoup. Et ça rend difficile si tu ne sais pas exactement comment croiser ces distances et être protégé dans le même moment. Seulement courir dedans et essayer le meilleur, ça c'est trop de fois suicidal. On a fait à l'époque courir dedans et les gens ne savaient pas tout de suite refrapper. Mais maintenant, il y a assez de gens avec le MMA, assez de combats et le Muay Thai et tout ça. Ça rend plus difficile. Parce que dans le Wing, oui. Avant la stratégie, à l'époque de l'EWTO, donc l'ancienne fédération de Wing Chun, la première qu'il y a eu en Europe, c'était d'aller en ligne droite en donnant des coups de poing enchaînés, et une fois qu'on était proche, on détruisait, quoi. Mais maintenant, ça marche plus. Pour moi, ça marche plus. Les crochets autour, ça fonctionne si tu sais comment le faire. C'est pas agressif d'avance de Wing Chun et les points de chaîne. Moi, je sais déjà beaucoup de choses contre ça pour se nullifier ça. Dans mon expérience et aussi avec la lutte, changer le niveau très bas et le shoot dedans pour un double leg takedown ou single leg 1-1. Avec ce facile approche tout de suite et puis point de chaîne, on peut surprendre dans la self-défense beaucoup de gens, oui. Mais si tu rencontres quelqu'un qui a fait un demi-an de sparring, il va trouver des choses, des réponses, et puis ça rend très, très difficile. Peut-être tu encaisses déjà trop. De toute façon, il y a une grosse différence entre se défendre contre quelqu'un qui est agressif, qui a vu, mais qui n'est pas un combattant, et se défendre contre quelqu'un qui a l'habitude de combattre et qui a déjà fait des combats sur des rings ou des choses comme ça, on est d'accord. Ça fait une grande différence, oui. Imagine, tu joues au foot contre des copains ou tu joues de foot contre Paris Saint-Germain. Ça fait une grande différence. Et peut-être alors, avec les copains, peut-être tu penses, toi tu es Messi parce qu'un peu mieux. Mais une fois tu rencontres Messi, c'est fini. tu vois plus le ballon. Tu comprends? Et si les voyous, c'est des tigres, les vrais combattants, c'est quoi? Les voyous ne sont pas des tigres, ce sont les hyènes. Mais une bande de hyènes, c'est aussi vachement dangereux pour un mouton. Le guerrier, c'est le tigre. Okay. Tu comprends? Ouais, je comprends. Les voyous sont prêts d'utiliser vraiment violence. L'agressivité est vraiment touchable. Et ça fait la différence. La capacité de bagarre, de combattre, c'est peut-être aussi pas vraiment grand, mais c'est pas une victime qui t'attaque. C'est quelqu'un qui veut vraiment l'intention mauvaise, très mauvaise. Okay. Ça fait un problème aussi. Ouais. Mais ils sont pas des bons combatteurs. Un demi-professionnel, un professionnel, il va pas perdre beaucoup de temps avec un amateur violent comme il veut. Ça fait pas la différence. Bang, 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 c'est fini parce que l'autre est un professionnel. Ouais, ok.
Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions. J'avais demandé si vous aviez des questions sur Facebook. Il y a Elouane qui a posé 4 questions. Je pense qu'il y en a 3 qui ont déjà plus ou moins été répondues au fil de ce que tu as dit. Il en resterait peut-être une qui va intéresser les gens qui voudraient venir au stage de fin juin. Est-ce Mhm. que tu peux nous en dire plus sur ta méthode d'enseignement? Oui, j'ai lu les questions et cette question est très bien. Moi, j'essaye de simplifier les choses. Le combat libre est une chose chaotique, ça peut rendre très grand, très, très compliqué. Le plus compliqué quelque chose est dans une situation de stress, peut être traumatique. Les chances que ça va pas vraiment marcher bien augmentent. Quand, quand on peut vraiment simplifier les choses. Et moi, j'essaie vraiment de faire un système binaire, 0-1. Par exemple, tu es trop loin de moi, tu es trop loin, tu dois approcher. Alors, ça, c'est déjà clair, 0 ou 1, distance. Une fois tu as la distance, tu peux me toucher. Alors, conséquence, je dois fermer ou agrandir cette distance. Je, je, J'essaie de faire des choses, des règles très très simples pour que ça peut marcher aussi sous stress, sans penser, sans avoir du temps. On va peut-être avoir pas la respiration, vraiment stress, le cœur, euh, le rythme du corps est extrêmement haut, adrénaline et tout ça. Les choses doivent être simples. Ouais. Et j'essaie de simplifier une chose qui est vachement compliquée et peut-être difficile. J'essaie de simplifier, 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 simplifier. Ça, c'est mon but. J'arrive parfois et là aussi, jamais fini. Mhm. Alors aussi la méthode de enseigner. Je cherche toujours la meilleure, plus vite, mais aussi profond façon de enseigner. Alors, moi, j'ai une question par rapport au stage qu'on m'a posé en cours. Certains disent, oui, mais moi, je suis débutant ou j'ai pas encore pratiqué d'arts martiaux. Est-ce que ça va m'être utile de venir? Est-ce que tu peux les rassurer à ce niveau-là? Oui, oui. Euh, Par exemple, une leçon particulière. J'ai maintenant ici à La Réunion aussi beaucoup de leçons particulières avec un débutant complètement. C'est pas la même chose. Je peux pas donner tellement beaucoup comme avec quelqu'un qui avait avancé. C'est comme on a développé la langue et maintenant on peut communiquer mieux. Avec un débutant, c'est moins. Ça, c'est clair, hein. Alors, mais dans un stage, on a assez de temps et je commence par exemple avec des débutants qui n'ont jamais vu quelque chose. Je commence comme avec les paysans avant un bataille. Je les donne deux armes utilisables. Simple, une lance par exemple, et je lui montre dans un jour comment tu peux frapper quelqu'un fort dans la gueule. Parce que sans armes, tu peux faire rien. Si tu n'as pas deux armes, ça veut dire la gauche et la droite, par exemple, tu peux, tu peux faire rien. Alors, d'abord, il faut avoir une arme ou deux, gauche-droite, et qui sait un peu, ça veut dire 1, 2 heures, faire gauche-droite sur des pas ou sur le partenaire, et tu développes déjà deux armes, et puis, la prochaine fois, peut-être coup de pied, et puis tu as déjà un petit répertoire. Tu n'es pas un mouton qui fait seulement mais tu as maintenant aussi des points. T'es un mouton avec des Alors, crocs. je pense on peut donner aux débutants aussi quelque chose de valeur dans ce stage. Ok. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais te demander. Je pense que Johan, on a fait, enfin, pas plus au niveau technique. Est-ce que toi, Reto, tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent ou non? Je veux ajouter que je vois le travail de Johan. J'ai vu le dernier podcast, intéressant. J'ai aussi écouté, pas seulement vu. Et oui, j'apprécie l'action, le travail de Johan et David parce que je vois, ils, ils essayent vraiment de faire quelque chose bien, profond, euh,
ils ont pas peur un peu d'investir là-dedans. C'est beaucoup de travail qu'il fait maintenant et je vois ça. Merci pour ça. Merci. Et on va remplir ça en stage. J'essaie, lui, il m'aide, j'essaie de lui aider et comme ça, tac, tac, comme le tennis, on a un échange formidable. Et Clément aussi m'aide beaucoup. Oui. Clément aussi m'aide beaucoup. C'est vrai que tu le connais pas, mais c'est aussi une grande force pour nous. Ok. Moi, je suis un tricheur, je suis pas un pratiquant aussi. Ok. Et aussi, merci Pierre pour l'occasion de faire ce podcast. Comme tu dis, on ne trouve pas beaucoup de moi dans l'Internet parce que j'aime pas vraiment me présenter et me vendre. J'ai déjà parlé à Johan, j'ai aussi écouté à Johan parce qu'il a eu raison. Un fois, je travaille, je dois me vendre un peu, je dois me présenter, mais je veux aussi... je fais des choses publiques quand ils sont bien. Quand je vois des choses que j'aime pas ou déjà peut-être l'ambiance est pas bonne ou petite faute technique, non, bon, je publie pas. Mais je collecte plus en plus et maintenant aussi on a filmé aujourd'hui, comme ça c'était trop tard. On est allé pour faire des photos, pour faire des vidéos et je dois, oui, m'adapter aussi à la vie moderne et donner un peu plus sur Facebook ou Instagram et un peu moins me cacher parce que je veux être vu, je veux être remarqué et quand je me cache, c'est paradoxe. Alors, message est reçu. Mais c'est tout à ton honneur aussi, Reto, de vouloir rester un petit peu dans l'ombre, surtout par rapport à ce que tu disais sur le hunting tout à l'heure, par exemple. Enfin, je trouve que je comprends aussi ta démarche de ne pas vouloir trop te montrer. Oui. Mais ok. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Reto. Merci à vous, merci. J'espère que cette interview de Reto Spetcher vous aura plu. Si vous souhaitez le rencontrer, lui poser plus de questions, ou tout simplement prendre des cours avec un Dai Sifu, je vous invite à nous rejoindre les 22 et 23 juin pour nos grands séminaires Wing Chun. Vous nous avez fait beaucoup de retours comme quoi les podcasts étaient un peu longs. Vous l'aurez remarqué, on a tenu en compte ce que vous nous avez dit et on vous a proposé un petit podcast de 50 minutes. Blague à part, on est preneur de vos retours, nous ça nous aide à progresser, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou n'importe où vous trouvez ce podcast. C'était Clément et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.